Son nom circule sur les 5 continents. Il devint une sorte de foudroyage de la pensée, à la manière des mineurs qui font sauter les poutres de l'échafaudage qui soutient une galerie au fond de la mine. The traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger's statement about Aristotle. Heidegger once was asked, I think, what was the life of Aristotle? What could we answer to the question, what was Aristotle's life? He said, well, the answer is very simple. Aristotle was a philosopher. The answer holds in one sentence. He was born, he thought, and he died. And all the rest is pure anecdote. Read it without understanding it. He is arrested and thrown in prison for 24 hours in Prague for transporting drugs which the authorities plant on him. He receives a collect call from someone who identifies just whatever you want to say, ce que vous désirez dire de l'amour. Ça, c'est le topic. L'amour. L'amour. L'amour ou la mort? Oui. Non, l'amour. Pas l'amour. On a suffisant de l'amour. L'amour? L'amour. J'ai rien à dire de l'amour. Rien. À moins que vous me posiez une question. Je veux pas traiter la question de l'amour. Non, il faut que vous posiez une question. Je ne suis pas capable d'improviser des généralités sur l'amour, comme ça. Je ne suis pas capable. Peut-être que c'est ça que vous voulez, que je dise que, devant votre public que je n'ai rien à dire de l'amour en général. Ok. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui concerne les philosophes depuis des siècles? C'est un important sujet philosophique, n'est-ce pas? Je suis pas... Non, il faut pas me demander ça. Pourquoi les philosophes ont parlé de l'amour? Ça a commencé comme ça, la philosophie. Non, c'est pas possible, ça. J'ai la tête vide. Sur l'amour en général, j'ai la tête vide. Ou sur la raison pour laquelle la philosophie parle beaucoup d'amour, ou bien j'ai la tête vide, ou bien me reviennent des clichés. C'est un sujet auquel Platon s'est beaucoup intéressé. Peut-être pouvez-vous en parler? Alors, une première question qu'on pourrait poser, mais là je dévie un peu, c'est la question de la différence entre qui et quoi. Who and what. Est-ce que l'amour est l'amour de quelqu'un ou l'amour de quelque chose? Alors, supposons que j'aime quelqu'un. Est-ce que j'aime quelqu'un pour la singularité absolue de ce que quelqu'un est? J'aime toi parce que tu es toi? Ou bien est-ce que j'aime
tes qualités, ta beauté, ton intelligence. Bon. Est-ce qu'on aime quelqu'un ou est-ce qu'on aime quelque chose en quelqu'un? La différence entre qui et quoi, au cœur de l'amour, je dirais, au cœur de l'amour, partage le cœur. Est-ce que le mouvement de mon... On dit souvent l'amour est un mouvement du cœur. Est-ce que le mouvement de mon cœur aime quelqu'un, c'est-à-dire une singularité absolue, ou bien aime la façon dont ce quelqu'un est? On est souvent... L'amour commence par un mouvement de séduction. On est attiré par ce que l'autre est, ceci ou cela, comme ceci ou comme cela. Et inversement, l'amour est déçu et il meurt quand on en vient à se dire, au fond, cette personne ne méritait pas cet amour, ou en tout cas n'était pas aussi, alors, ceci, cela que je croyais. Et à ce moment-là, la mort de l'amour fait apparaître qu'on aimait l'autre, non pas parce qu'il était l'autre, mais parce qu'il était ainsi ou ainsi ou ainsi. Donc on aimait quelque chose plutôt que quelqu'un. Ce qui veut dire que l'histoire de l'amour est en quelque sorte, au cœur de l'amour, divisée entre le qui et le quoi. Alors, la question de l'être, revenons à la philosophie, la question de l'être, puisque la première question philosophique, c'était qu'est-ce que c'est l'être, die esti. La philosophia commence par une question au sujet de l'essence de l'être. Donc la question de l'être se divise ici déjà entre qui et quoi. Est-ce que être, c'est quelqu'un ou quelque chose? Et ça, j'en parle de façon un peu abstraite, mais je crois que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, en vient à aimer, commencer à aimer, finir d'aimer, est pris dans ce dilemme entre qui et quoi. On voudrait être fidèle à quelqu'un, singulièrement, irremplaçablement, et on s'aperçoit que ce quelqu'un n'est pas ce que. On n'a pas les qualités, les propriétés, la définition, l'image que je croyais aimer. Et donc la fidélité se trouve menacée par une différence entre qui et quoi. Nous sommes en train de comparer deux opérations chirurgicales. Puis c'est une façon de le faire parler de son corps, vous avez bien compris. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup écrit sur le calcul de ma mère. Si ça vous intéresse, depuis qu'on parle de calcul, ma mère, à l'âge de 47 ans, on a découvert qu'elle avait, par hasard, elle avait mal, elle digérait mal. Hein. On passe une radio et on voit d'énormes choses pierreuses dans un rein. Et on l'opère pour enlever les choses, et puis on n'a pas pu enlever. Heureuse était naturellement l'antisémitisme, qui était permanent en Algérie, mais qui s'est déchaîné au moment de la guerre. C'est-à-dire en 1940, j'avais 10 ans, quand à ce moment-là, c'est devenu en quelque sorte la doctrine officielle du gouvernement français et de la société française, et quand à l'école, tous les enfants juifs, tous les professeurs juifs, de l'administration, tous les fonctionnaires juifs, à quelques exceptions près. Et donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai été chassé de l'école. Ça, je l'ai souvent raconté. Et donc, mon frère et ma sœur aussi. On ne m'a pas expliqué pourquoi. Un jour, le surveillant général de l'école m'a dit « Tu rentres chez toi et tes parents t'expliqueront ». Mais ce qui a été le plus douloureux, curieusement, ce n'était pas simplement cette décision administrative de l'expulsion de l'école, c'était dans la rue, avec les insultes des enfants, sales juifs, la violence avec laquelle ça s'exprimait. Ça, c'était l'expérience quotidienne de la persécution des enfants par des enfants. C'était même pas des adultes, c'était des copains, des gens dans la rue ou dans l'école ou à la sortie de l'école qui insultaient qui insultaient le juif, le sale juif, ou quelquefois c'était des coups. Alors, donc de ça, j'ai une expérience très riche, entre guillemets, et très, très douloureuse, et qui m'a rendu naturellement
toujours, jusqu'à maintenant, extrêmement sensible au racisme et à l'antisémitisme. Et je suis très... j'ai un regard et une oreille très exercés pour déceler l'antisémitisme, même quand il est très dissimulé ou comment dire, converti en d'autres choses, je suis très attentif à ça. Bon. Mais le paradoxe dans cette affaire-là, ça j'en ai souvent parlé aussi, c'est qu'au moment où j'étais en quelque sorte exclu de l'école et de la communauté française chrétienne en quelque sorte, je n'étais pas heureux non plus d'être renvoyé à la communauté juive, hein, enfermé dans la communauté juive. Et il y avait une école, on m'avait inscrit, mes parents m'avaient inscrit dans une école juive, puisque avec tous ces professeurs juifs qu'on avait chassés, c'était facile de reconstituer une école, une bonne école. Et je n'ai pas aimé non plus, j'étais mal, non, je ne me sentais pas bien non plus. Donc il y a eu en même temps en moi une espèce de rejet aussi de la solidarité juive, de la communauté juive. Et ça a été, ce sont des années qui ont beaucoup compté pour moi. J'étais très marqué par cette double expérience de l'antisémitisme, de l'exclusion antisémite, et puis de mon propre malaise. Alors, j'essaie de l'expliquer et de montrer que dans sa pureté, dans la pureté de son concept, un tel pardon devrait être impossible. Que d'ailleurs, on ne peut pardonner que l'impardonnable, que si on pardonne ce qui est pardonnable, facilement pardonnable, on ne pardonne pas. Donc on doit pardonner ce qui est impardonnable, et donc faire l'impossible. J'essaie de distinguer aussi entre la réconciliation et le pardon. Un pardon qui serait demandé ou qui serait accordé uniquement en vue de la réconciliation, c'est-à-dire avec une finalité déterminée, ne serait pas un pardon. Si je pardonne uniquement pour changer la situation, pour faire que, pour guérir ou pour que la plaie soit guérie, si je pardonne avec une intention en quelque sorte thérapeutique ou psychanalytique ou écologique, même pour faire que la santé revienne, que la société soit saine, que le rapport avec les autres soit sain, à ce moment-là, ça n'est plus un pardon, c'est un calcul. Alors ce calcul, je peux l'approuver dans certains cas, je pense que c'est un bon calcul, qu'il faut faire ce calcul. Mais je n'appellerai pas ça un pardon pur. C'est un processus de travail de deuil, de réconciliation, c'est une thérapeutique, quelquefois une thérapeutique politique nécessaire. Moi, j'approuve les processus de réconciliation qui sont essayés un peu partout dans le monde aujourd'hui, en politique. Un peu partout, il y a de tels processus. Mais en tant que philosophe qui essaie d'être rigoureux avec ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit et d'évaluer le sens des mots ou les implications des mots, je m'abstiendrai de parler de pardon pur dans ce cas-là. Okay, and 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, in your own time. If I give you an example, I've often thought to myself that Seinfeld, which is America's most popular ever sitcom, Seinfeld. Do you know of the Seinfeld sitcom in America? If you think of a classic American, Jerry Seinfeld made this sitcom parody. The construction, the way I understand it, doesn't produce any sitcom. And if sitcom is this and this, the only advice I have to give them is just read, stop watching sitcom and try and do your homework and read. Thank you. L'image que l'histoire de Narcisse et d'Écho, c'est donc l'image aussi c'est la question de l'image spéculaire et de la voix, le rapport entre la vue et la voix, entre donc la lumière et la parole, la réflexion miroir et puis la parole, ce qui se passe ici maintenant, n'est-ce pas, où il y a à la fois un miroir, une parole, une caméra, je réponds à des questions, je répète. Donc je suis Narcisse et Écho là dans une scène, tout seul. Je fais Narcisse et Écho moi tout seul. Et à ce qui arrive d'extraordinaire dans cette scène que j'ai étudiée d'autre part dans des séminaires, dans des textes. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est le moment où Écho piège Narcisse en quelque sorte. Écho est condamné par la déesse, jalouse d'elle, à ne jamais pouvoir parler en son propre nom, mais à devoir toujours répéter la fin des phrases de l'autre.
Mais Eco, dans sa ruse infinie, sa ruse aimante, s'arrange pour, en répétant les dernières syllabes ou la dernière syllabe des mots de Narcisse, par faire en sorte que ces mots deviennent les siens à elle, qu'elle s'approprie en quelque sorte ce langage. En répétant le langage de l'autre, elle signe son propre amour. Et en répétant, elle lui répond. En répétant, elle lui correspond. Et elle parle en son propre nom, d'où une ruse extraordinaire, c'est de parler en son propre nom tout en répétant. Et toujours, comme toute parole, un aveuglement. Quand on parle, parler, ça n'est pas voir. Donc toute parole, d'une certaine manière, est aveugle. Et au fond, Eco aveuglément, mais très lucidement, correspond à Narcisse, et c'est une histoire d'amour, évidemment, correspond à Narcisse, qui lui-même s'aveugle, parce que quand Narcisse s'aperçoit, d'où la mort, s'aperçoit qu'il ne peut voir que lui-même, que c'est son image qu'il voit dans l'eau, ne voir que soi-même, c'est une forme d'aveuglement, ne voir rien d'autre, ne voir rien d'autre, et c'est pourquoi Narcisse pleure. Il pleure d'une certaine manière, et il meurt de ne voir rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire d'être aveugle. Donc ce sont deux aveuglements. Eco et Narcisse sont deux aveugles qui s'aiment. Alors comment deux aveugles peuvent-ils s'aimer? C'est ça la question. If you had a choice, what philosopher would you like to have been your mother? That's his style. That's his own style. I've not already answered this question. Give me some time. My mother. It's a good question. It's a good question, in fact. It's an interesting question because I try to tell you why it's impossible for me to have any philosopher as a mother. That's the problem. My mother couldn't be a philosopher. Ou un philosophe ne pourrait pas être ma mère. Et ça, c'est très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la figure du philosophe, pour moi, et c'est pourquoi aussi je déconstruis la philosophie du philosophe est une figure masculine. Et c'est ça mon problème, parce que toute la déconstruction du phallogocentrisme, c'est la déconstruction de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée depuis toujours à une figure masculine et paternelle. Donc le philosophe est un père et pas une mère. Donc le philosophe qui serait ma mère serait un philosophe post-déconstructif, c'est-à-dire moi ou mon fils. Donc ma mère, comme philosophe, devrait être ma petite fille, par exemple, en tout cas une héritière, une femme philosophe qui aurait réaffirmé la déconstruction et qui, par conséquent, pourrait être une femme qui pense. Voilà, une femme qui pense. Pas philosophe, mais pensante. Je distingue toujours la pensée et la philosophie. Une mère pensante, c'est au fond ce que j'essaie de... C'est à la fois ce que j'aime et ce que j'essaie ce à quoi j'essaie de donner naissance ou de faire naître ou de projeter. Si vous pourriez avoir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. You want a quick answer, ok? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Ou qu'on parle de leur vie sexuelle. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger, voilà.
J'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont il ne parle pas. C'est ce dont il ne parle pas. Bon. Alors j'aimerais qu'il parle de ce dont il ne parle pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés comme asexués dans leur... Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle, et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée? Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, hein, ou que les rapports dans la... sexuels. Je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'il parle de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro, vous dites, alors Hegel, on sait des choses sur Hegel, on sait, sur Heidegger on sait des choses aussi, mais pas par eux en général. Moi j'aimerais qu'ils parlent, eux, voilà, les entendre parler, eux. Est-ce que vous pensez que les gens vont désirer cette question à vous, dans votre documentaire? Oui, je ne dis pas que j'y répondrai, hein, mais il y a dans les textes que j'ai publiés pas mal de choses qui sont aussi dissimulées, bien sûr, mais je n'ai pas pratiqué le même type de dissimulation que que les grands philosophes que vous venez de nommer. J'ai dissimulé, bien sûr, j'ai dissimulé comme tout le monde, mais pas de la même façon. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, ça m'intéresserait beaucoup de les entendre parler de ça. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que moi je parlerai si on me pose une question. Hein. Moi je parle quand je veux, comme je peux, éventuellement en présence de mon avocat. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que maintenant, on parle, ça fait 2 heures, ça fait 25 ans qu'on parle comme ça, et je sais qu'il va rester 1 heure. Qu'est-ce qu'elle va garder pendant 1 heure de tout ça? Elle va... Hein? When you will be editing all that, you will keep exactly what you think has to be kept, okay? That it will be your signature and your autobiography in a certain way. You asked me the other day if I regretted having undertaken this project, and I was wondering if that was a projection, if you've regretted it. No, so far. Perhaps one day I will regret it. So far, no. I don't know. Have you ever been in psychoanalysis yourself? No. Would you ever consider it? No. Absolutely excluded. Could you characterize any traumatic breaks in your own life? Yeah, there has been, yes. Yeah. Thank you. No, again, I won't be able to. No. No. No.